Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis d'intervenir dans le cadre de cette table ronde, hein, donc, dont le thème est Quand les néobanques deviennent éthiques et solidaires. Alors, nous serons deux co-animateurs. Donc, on va d'abord se présenter et ensuite demander à chacun des participants de se présenter. Donc, Charles Plessis, directeur associé au sein du cabinet Bipart Consulting et intervenant dans la filière banque de finance innovation. Et bonjour à tous, Lola Larré, donc je suis juriste et consultante réglementaire au sein de Bipart et je travaille sur tous les aspects liés au contrôle interne, conformité et gestion des risques, et je suis également membre du jury sur la filière finance durable et solidaire. On va faire 5 secondes de promo, rassurez-vous, ça ne va pas être trop long. Donc Bipart Consulting, c'est un cabinet spécialisé, on accompagne à la création et le développement d'institutions financières réglementées. C'est super joli, ça claque, hein, pour ceux qui aiment le langage réglementaire. Techniquement, ce que ça veut dire, c'est qu'on accompagne des acteurs, notamment des fintechs, à des moments clés de leur histoire. Donc l'accompagnement dans le cadre de l'obtention d'un agrément, un EP, établissement de paiement, de monnaie électronique, de crédit, le choix de partenaires technologiques et métiers essentiels, et puis l'internationalisation. Donc voilà, ça c'était pour ce qui nous concerne. Je demanderai effectivement à chacun de nos intervenants de se présenter très rapidement en une petite phrase, sachant qu'on va faire ensuite un petit propos introductif avant de lancer les débats. Du coup, Julien. Bonjour. Bonjour. Oui, Julien Delamorte. On a fait un constat que 9 déficients visuels sur 10 étaient victimes de fraude, d'arnaque ou d'erreur lors d'un paiement avec sa carte bancaire chez son commerçant. Donc du coup, on a créé Handsome pour essayer d'offrir un compte et une carte de paiement accessible à cette population et répondre à ce besoin. Bonjour, Alexis Normand, DG de Greenly. On n'est pas une néobanque, mais en revanche, on a voulu faciliter l'automatisation du tracking de l'empreinte carbone, initialement pour les particuliers, avec une appli qui utilise l'open banking pour analyser tous vos paiements et par conséquent l'enrichir, cette information, d'une mesure d'impact et qui est utilisée par des néobanques, puisqu'on a une API pour ça. Et on applique ça aussi à la comptabilité d'entreprise. Donc on fait des bilans carbone, pardon. On reviendra un peu dans le détail sur votre histoire, votre parcours, vos offres. Cédric. Bonjour à tous, Cédric Cassini, donc directeur de pôle client chez Trésor, qui est donc une solution de banque as a service et qui permet justement à des néobanques de se lancer sur le marché en s'appuyant notamment sur notre licence d'établissement de monnaie électronique. Bonjour, je suis Bernard, donc l'un des fondateurs de Finance. On est une plateforme de gestion collaborative des finances personnelles dédiée aux personnes vulnérables, donc les gens âgés, les personnes sous protection juridique et toute personne qui fait l'objet d'une forme de fragilité dans sa vie, soit de façon permanente ou momentanée. Et on permet effectivement, via l'open banking et aussi la partie basse, de pouvoir gérer le patrimoine, gérer les comptes bancaires en temps réel via des aidants et à distance, quoi. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous semblait important de préciser, c'est effectivement, on associe assez rarement les mots néobanque, éthique et solidarité. Mais en fait, finalement, si on prend un peu de hauteur, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un mouvement de fond qui est très favorable à cette éclosion qui est assez remarquable sur le marché. C'est d'une part des évolutions d'usage, d'un point de vue personne physique particulier. Il y a quand même des tendances de fond, le succès en termes alimentaires de l'application Yuka, le comportement un peu différent de ce qu'il a pu être auparavant en termes de bling-bling par rapport à l'électroménager ou aux appareils électroniques. Le succès de Back Market montre effectivement l'appétence des gens pour l'achat de produits reconditionnés. Donc on peut évidemment dire qu'il y a une dimension de pragmatisme économique, mais il y a aussi finalement quand même une infusion au sein des mentalités d'une évolution comportementale attendue et favorable à l'ensemble de la société. D'un point de vue réglementaire, et ce qui touche beaucoup et surtout les entreprises, donc il y a effectivement plusieurs lois, depuis la loi NRE en 2001, la loi Pacte en 2019, ou des orientations de l'EBA quand il s'agit des acteurs bancaires. Toutes ces évolutions réglementaires et juridiques vont dans un sens de la responsabilisation des acteurs économiques, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, et donc vont finalement vers ce qu'on peut appeler une approche éthique et solidaire des comportements. Alors, du coup, c'est effectivement comme les acteurs de la fintech, les jeunes pousses, les startups sont à la fois des acteurs opportunistes, mais aussi porteurs de messages.
Ça va être... On va voir effectivement quel est le dosage pour chacune de vos sociétés. Il est effectivement logique que cette évolution de société, vous surfiez finalement quelque part sur cette tendance. Et du coup, il y a deux façons de le faire, à la fois en termes de comportement d'entreprise, effectivement en appliquant, je dirais, au sein de chacune des fintech que vous incarnez, ce type d'approche, mais aussi en vous inscrivant donc dans cette démarche à travers des offres à destination soit des particuliers, soit des entreprises, et finalement en portant à la fois une dimension éthique. Alors qu'est-ce que l'éthique? Ça peut recouvrir le respect de l'environnement, le bien-être des salariés, la bonne gouvernance, et une dimension solidaire, notamment l'inclusion des personnes fragiles, quel que soit le type de fragilité. Je pense que nous aurons largement l'occasion d'étayer et de détailler ces aspects-là à travers vos différents exemples. Merci beaucoup Charles pour cette introduction. Donc effectivement, on voit tous que vous inscrivez dans cette démarche éthique et solidaire, notamment avec une dimension sociale pour vous Julien et Bernard, et une dimension écologique pour toi Alexis. Et du coup, nous, ce qu'on aimerait finalement, c'est comprendre un petit peu la genèse de votre projet et finalement de savoir les raisons pour lesquelles vous avez créé votre FinTech. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Allez. Par opportunisme, comme Charles vient de le dire. Non, c'est pas du tout le sujet. Enfin, moi, par exemple, je viens du monde bancaire et j'ai toujours vu en fait la progression du service bancaire vers plus de digital, moins d'humain. Et ce mouvement, pour nous, en tout cas au sens familial, parce que c'est aussi une histoire personnelle finance, on a pu voir effectivement ce conseiller bancaire qui était le dernier lien physique auprès des personnes âgées disparaître et être complètement désinvesti de son rôle de vigilance auprès des populations âgées. Donc, en fait, il y a aujourd'hui un vrai hiatus, on ne se rend pas compte. Il y a aujourd'hui 20% de la population française en 3 chiffres, 11 millions d'aidants familiaux, donc c'est une cause gouvernementale qui est forte. 20% de la population française qui a plus de 65 ans, et ces 20% détiennent 53% du patrimoine financier national. En face de ça, il y a 1 milliard d'euros d'abus contre les Français chaque année, et ces gens-là sont extrêmement visés. Donc il n'y a aucune solution pour justement permettre à des gens qui n'ont plus les moyens, pour plein de raisons, baisse de facultés cognitives, aussi tout à fait des maladies qui peuvent arriver jeunes, pas forcément neurologiques, mais une vue qui baisse, une DLMLA, un glaucome, vous ne pouvez plus faire du digital. Enfin, c'est quand même et qui touche des millions de Français, quoi. Donc, du coup, il y a un énorme vide, et pour nous, être solidaires, c'est justement, on va dire, essayer de combler ce hiatus entre une finance de plus en plus digitale, très transactionnelle, pour revenir à un modèle relationnel qui remet ces gens au centre et qui, grâce à l'open banking et aux services bases, vont recréer autour d'elles une façon de préserver leur dignité, leur autonomie de gestion aussi, parce qu'on pense aussi que ça ne peut pas passer par une infantilisation, par une tutelle, une curatelle de façon systématique. Et d'ailleurs, on le voit, il y a aujourd'hui 800 000 personnes sous protection juridique en France, dont des enfants, et 11 millions d'aidants familiaux. Donc on voit bien qu'il y a une zone grise qui est énorme et qui ne fera qu'aller en grandissant. Donc nous, être éthique là-dessus, c'est accepter tout le monde, ses conditions de revenus, où qu'ils soient, où qu'ils habitent. Et être solidaire, c'est justement recréer une solidarité au sein de finances et de remettre ce bénéfice aux différentes parties qui interviennent, aux aidants familiaux, mais également à toutes les personnes qui peuvent intervenir au sein de ces gens-là dans leur environnement de vie. Je parle des auxiliaires de vie, je parle des EHPAD, je parle des seniors. Donc c'est vraiment l'idée de remettre ces personnes au centre de la plateforme et ensuite de recréer autour de ça un modèle collaboratif et relationnel avant tout, over the top, au-dessus des services financiers. Voilà. Alors moi, c'est pas très original non plus pour la genèse. J'étais banquier au sein d'un grand groupe français et j'ai approché la quarantaine, donc du coup je commençais à devenir vieux et donc j'ai voulu donner du sens à ma vie professionnelle. Et étant donné que je suis en situation de handicap puisque je suis malentendant, j'ai voulu combiner un petit peu deux mondes qui étaient le monde de la banque d'un côté et le monde du handicap de l'autre. C'est pour ça qu'en fait on a réussi à créer Handsome. Et quand on est parti de dire pourquoi pas combiner les deux mondes, on s'est rendu compte un petit peu des chiffres qui étaient un petit peu énormes. C'est qu'en fait on a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont 1,7 million de déficients visuels en France, qui risquent de doubler d'ici 2050, et soit 256 millions de déficients visuels dans le monde, qui pourraient donc monter à un demi-milliard de déficients visuels d'ici 2050. Donc partant de ces chiffres, de ce constat, de ce besoin,
on a créé Ensemble. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très original, désolé. Bon, et bien moi. Donc pour ma part, il me semblait que aujourd'hui, si vous êtes tous au courant qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, mais en fait, il n'y a que 12% des émissions mondiales qui font l'objet d'un tracking et d'un pilotage. Et en Europe, c'est que 45%. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas du tout les moyens d'agir dessus. Et évidemment, les législations se durcissent sur la question, puisqu'il faut que beaucoup plus de personnes commencent à s'intéresser au sujet. Et il manquait fondamentalement un outil pour le faire. Et il nous a semblé que si on arrivait à rapprocher l'information de CO2 de l'information financière, on avait en fait une tuyauterie massive qui pourrait irriguer tout le système. Et quand on a découvert, donc moi avant j'étais chez WeThings, donc j'incitais les gens à changer de comportement en comptant leurs pas et leur poids. Et on s'est dit si on pouvait faire la même chose pour l'empreinte carbone, peut-être qu'on arriverait à faire que chaque personne puisse réduire de 10-20% ses émissions et rentrer dans cette démarche. Et donc c'est l'opportunité de l'open banking qui a fait qu'on a compris qu'on pouvait récupérer, copier des données de comptes bancaires dans une application et commencer à les analyser, qui nous a lancé sur simplement une catégorisation des paiements, une classification, une pondération, et donc créer une expérience utilisateur autour de ce tracking et de l'amélioration. Et en fait, on s'est aperçu que ce besoin était effectivement large, que nous, on arrivait à convaincre pas mal de gens de télécharger notre appli, mais qu'on pouvait accélérer si on arrivait à convaincre les banques d'utiliser notre technologie dans leurs propres applis. Et on a eu un peu de chance, on a convaincu la BNP et 5 autres banques de commencer à rajouter des calculateurs d'empreinte carbone. Donc voilà un peu la genèse. On s'est dit qu'il y avait un problème, on a lancé une appli, mais en fait on a découvert le marché, on va dire après, et d'ailleurs tellement après qu'on a fini par se rendre compte que c'était encore plus porteur si on appliquait ça à la comptabilité des entreprises. Et après, et donc pour accélérer considérablement le tracking en fait de l'empreinte carbone des achats des entreprises. Alors maintenant un bilan carbone c'est quelque chose d'un peu plus complet. Donc on a complété ça d'autres informations qu'il faut aller chercher, des informations physiques, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais donc en fait, cette application, maintenant on fait beaucoup de bilan carbone de PME. Donc je pense qu'on ne savait pas du tout qu'on en serait là il y a 2 ans quand on a créé l'entreprise. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui ce qui nous porte. Voilà. Mais, du coup, c'est la transition parfaite. Vous êtes toutes les trois de jeunes entreprises. 2018-2019, il me semble, si c'est bien ça. Et donc, on voit finalement qu'on est quand même dans un contexte assez favorable à l'émergence de fintech dites éthiques et solidaires, que ce soit notamment grâce au développement des technologies, à une certaine prise de conscience collective aussi sur des sujets écologiques ou sociaux. Et il y a un point qui est quand même assez important, c'est aussi le fait que la réglementation va en ce sens. Donc on voit finalement qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui créent des fintechs éthiques et solidaires. Sur le secteur écologique par exemple, on a beaucoup de néobanques vertes qui se développent notamment en France. Et notamment des fintechs au sens large qui œuvrent en faveur de la transition écologique. Et c'est la même chose d'ailleurs sur le côté plus social, on va dire. Et finalement, on voit bien que la réglementation va dans ce sens, et notamment la fameuse DSP2 qui permet à toutes ces fintechs de se lancer finalement assez facilement grâce à des acteurs justement de base comme Trésor. Les fintechs vont s'appuyer sur ces acteurs-là pour pouvoir se lancer assez facilement. Donc nous, finalement, ce qui nous intéresse, ça serait de savoir si la création de fintech dite éthique et solidaire, ça s'inscrit véritablement dans une tendance de fond actuellement. Peut-être Cédric, je vais te laisser la parole en premier. Non, mais je vais déjà peut-être réagir aux histoires de Bernard et Julien, on se connaît bien évidemment. Mais en fait, c'est le sens aussi du métier de Trésor. C'est-à-dire quand j'ai rejoint Trésor, donc je ne suis pas le fondateur, hein, j'ai rejoint Trésor, j'étais le premier employé, on m'a dit on va changer la banque.
en 2015. J'étais ok, ils ont l'air un peu fous, mais ils sont sympas quand même, ils ont une vision. Et en fait, au début, c'était vraiment l'idée d'aller challenger un petit peu, titiller les banques sur l'expérience utilisateur, etc. Donc on a vu éclore des nouveaux acteurs comme Conto, Shine, etc. qu'on a propulsé avec Trésor. Mais les histoires de Bernard et Julien reflètent aussi bien le métier qu'on fait. C'est l'histoire personnelle en fait, des entrepreneurs qui viennent nous voir en disant on a cette idée qui est souvent assez géniale et on se dit comment on fait pour le mettre en place, comment on fait pour que ça devienne réel. Et là on rentre dans un tas de chantiers assez complexes. Il faut plier la techno pour que ça rentre et que ça colle au produit. L'exemple d'Ensum est bien particulier avec une carte qui parle, donc il revient certainement tout à l'heure. Pour Bernard c'est pareil, avec des complexités juridiques qui sont extrêmement fortes, donc on travaille pendant des mois à essayer de mettre en place un projet pour qu'il devienne réalité. Donc ça c'est tout le travail de Trésor, et c'est vrai que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Et après, pour savoir si c'est une tendance de fond, c'est une tendance clairement de société, donc ça se reflète dans les fintech, et ça, on l'a vu parce que nous on a vu la première vague de fintech avec les néobanques, on va dire classiques. Puis après, on a vu des verticales, et à chaque fois, il y avait une nouvelle niche. Donc, évidemment, il y a eu on a vu les projets qui évoluent d'ailleurs beaucoup avec la réglementation, tu l'as souligné. La dernière vague, c'était peut-être la mobilité. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés sur ce créneau. Et effectivement, sur la partie éthique, ça c'est plus on va dire une tendance de fond. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent, pour des histoires personnelles ou parfois, comme tu dis, par opportunité, mais une bonne opportunité peut résoudre beaucoup de problèmes pour d'autres personnes, donc c'est louable aussi. Et voilà, donc oui, après, tout le monde ne va pas devenir une néobanque durable. Il y a 5 acteurs aujourd'hui, on va dire, qui sont peut-être détachés. Je ne vais pas tous les citer, mais peut-être un petit clin d'œil pour Andy One, parce que je crois que Kamel est là. Et après, voilà, est-ce que chaque fintech, chaque start-up va vouloir, dans son ADN, mettre en avant sa politique RSE, son bilan carbone, etc. Oui, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus une fintech qui se markete plus comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que ça devient une néobanque durable. Mais en tout cas, on est content d'avoir des entrepreneurs qui ont ce courage de se lancer et de résoudre des problèmes concrets. Donc, félicitations à vous deux déjà. Et pour rebondir, est-ce que le fait d'être soi-même un acteur convaincu peut aider en tant que fournisseur de base à accompagner des acteurs innovants dans ce domaine-là? Est-ce que Trésor a une politique, que ce soit en propre, que ce soit à travers le groupe, qui finalement match avec les valeurs portées par les porteurs de projets que nous avons ici et les autres que tu citais? Ouais, après, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du logo Trésor, mais il y a un petit arbre, donc les fondateurs sont très engagés, très sensibles à cette cause. Donc peut-être qu'un jour on fera je ne sais pas si ça existe, mais le tri as a service. Donc peut-être planter un arbre à chaque fois qu'on émet une carte. Oui, aujourd'hui, Trésor, c'est une histoire particulière, des personnes qui ont un parcours particulier, et ça se reflète évidemment dans la société où aujourd'hui on a une forte diversité des profils chez Trésor. On va plutôt privilégier, on va dire, le parcours au diplôme. Et voilà, c'est une expérience humaine que l'on vit au quotidien, et c'est forcément inculqué par les fondateurs. Et donc quand des entrepreneurs viennent nous voir avec ces idées-là, ça nous touche et on a envie de réussir, et on se bat clairement pour y arriver. Donc oui, tout à fait, ça favorise en tout cas. Et en ce qui concerne les porteurs de projets ici présents, est-ce que justement cette dimension-là, vous la recherchiez dans le fait d'avoir un partenaire comme Trésor? Est-ce que ça a motivé le choix ou est-ce que c'était un critère de choix ou est-ce que ça a facilité les choses? Je pense que ce qui est important, c'est déjà savoir ce qu'on peut bosser ensemble. Donc, du coup, avant même de lancer Finance, j'ai passé du temps avec les 2 fondateurs de Trésor que je connaissais d'avant, puisque j'avais déjà participé au montage d'une fintech. À l'époque, c'était pas encore le terme, c'était en 2011, au sein du groupe BPCE, et j'ai déjà rencontré Xavier et Eric dans cette vie-là. Ils étaient déjà entrepreneurs, quoi. Donc, on a déjà des visions communes, et je pense que c'est déjà l'envie de bosser ensemble, et comme l'a dit Cédric, on s'est quand même arraché, je crois que près d'un an, pas quelques mois, près d'un an et demi sur la partie réglementaire avec la CPR sur Finance, parce qu'on résout un problème qui est immense, qui part de
enfin de la zone grise, qui concerne des millions de gens, jusqu'à la tutelle et curatelle, sauvegarde de justice, protection, mandat de protection future et habitation familiale. Donc on couvre tout le spectre. Je pense qu'on est peut-être les seuls à faire ça aujourd'hui en France, et mieux que les banquiers. J'en reviens, donc je peux le dire. Et donc du coup, on ne fait pas ça comme ça, en se disant, tiens, je vais être éthique et solidaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un driver, un moteur, et pour moi c'était personnel, parce qu'en fait, le sujet c'était que dans ma famille, il y a un abus financier absolument important qui m'a révélé ce sujet-là. J'ai vu qu'autour de moi, c'était un vrai tabou, qu'on a tous autour de nous des gens qui se sont fait un peu arnaquer à distance, qui ne l'ont pas dit parce qu'ils ont trop peur justement de révéler leur fragilité au reste de la famille. Et du coup, on a bien vu que le financier, c'est toujours l'exemple que je prends. Hier, j'étais invité aux assises des aidants. Enfin, c'était un truc gouvernemental sur lequel aujourd'hui, il y a une grande cause des aidants, qui est même un thème politique de la prochaine campagne. L'exemple que je prends souvent, c'est qu'on a tous autour de nous un grand-père qui a du mal à conduire. Quand il prend la voiture, on a tous flippés parce qu'on sait qu'il va se planter ou il va planter quelqu'un. Donc, il est dangereux pour lui et pour les autres. Et pareil, c'est les finances. Hein. C'est-à-dire qu'il va s'obstiner à vouloir piloter tout seul, alors qu'il se met en danger, ou peut-être même plus les autres. Sauf que derrière, il peut y avoir des impacts assez conséquents sur la suite, quoi. Parce qu'en termes de financement de la dépendance, c'est quand même des gros sujets, enfin énormes. Enfin, on en parle beaucoup, c'est 30 milliards d'euros par an qu'il faut, 20% pris par l'État, 10 milliards à la charge des familles. Quand vous regardez que la retraite moyenne est à 1 700 euros en France, que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc elles ont une retraite de 1 200, que le reste à charge en EHPAD est à 2 000, donc vous calculez vite qu'on a un problème de transition et de financement même économique de la transition démographique. Donc c'est des gros sujets sociétaux, et c'est passionnant de travailler là-dessus parce que quand on commence à travailler là-dessus, on se dit, enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est pas que des problèmes de cartes, de banque au quotidien, financer une douche médicalisée, enfin, lorsque vous habitez en maison, que vous n'avez pas les moyens, il y a aussi pas énormément de choses à inventer, enfin, même sur la finance au sens large. Est-ce qu'il faut créer des produits hypothécaires pour solvabiliser des personnes qui ne sont pas liquides, mais qui sont solvables parce qu'ils ont de l'immobilier pour les placer en EHPAD? Il y a tout à faire, en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte du choc. C'est vraiment un choc économique et démographique qu'on aura à supporter au sens politique, mobilité et financier. Enfin, le Brexit, c'est un truc de vieux, on le voit bien. Donc, il y a des chocs, il y a vraiment des conséquences dans tous les domaines sociétaux, quoi. Voilà. Alors, moi, pour revenir à la question, si en fait des partenaires comme Trésor nous intéressent, la réponse est clairement oui, pour plusieurs raisons. Comme il l'a dit Cédric, et merci pour tout le discours que tu as fait vis-à-vis de Ransom, on a développé une carte qui parle, ce qui veut dire qu'en fait, on a passé beaucoup de temps et d'énergie aussi à travailler en fait sur la miniaturisation de cette fameuse carte qui parle. Ce qui veut dire qu'on avait d'autres choses à faire que de simplement en fait, travailler sur différents services bases pour après implémenter une architecture et donc créer après notre application mobile de paiement. Donc du coup, le fait qu'on ait rejoint Trésor et qu'ils nous ont proposé un service qui va se lancer ou qui s'est lancé il y a peu, qui était Trésor Connect, clairement ça nous a beaucoup aidé de façon à pouvoir en fait aller très vite sur la partie connectique avec le BAS de Trésor, pour après que nous on se focalise plus sur notre produit carte qui parle, afin de répondre à un produit qui répond vraiment pleinement aux besoins du marché. Donc la réponse est clairement oui, et j'envisage et j'engage tout le monde, s'ils ont un gros sujet innovant, d'aller en même temps sur des plateformes comme Trésor Connect. Petit coup de pub au passage, bravo en tout cas, mais c'était très sincère en tout cas. Alors, nous, on travaille avec 2 ou 3 clients de Trésor, mais qui sont venus nous voir indépendamment. Enfin, on a un partenaire qui est Only One, et on a une néobanque pour ados, et puis d'autres partenaires. On commence à travailler aussi avec les banques pour PME. Évidemment, elles ne viennent pas du tout pour les mêmes raisons, donc je change totalement le sujet de la conversation, désolé. Je pense qu'il y a ce qu'on observe, et les néobanques, comme elles veulent faire tout ce que ne font pas les banques, vont plus vite sur le sujet, mais c'est qu'il y a un lien très très fort entre transition énergétique et finance, puisque par définition, il faut changer de voiture, il faut isoler sa maison, il faut comprendre l'impact carbone d'un prêt, il faut comprendre, enfin les banques financent l'économie réelle, et l'économie réelle est trop carbonée.
Donc la transition énergétique implique nécessairement que les acteurs financiers se mobilisent. Donc en fait, sur ce sujet, les néobanques sont un peu pionnières, mais les vieilles banques, entre guillemets, qui ont quand même l'arme du crédit, s'y intéressent très fortement. Ce qu'on voit, c'est qu'elles sont à la recherche d'outils transversaux, massifs, pour estimer en gros leur empreinte carbone, l'empreinte carbone de leurs clients, et puis voir aussi comment ça affecte leur métier. Dans les expériences qu'on voit, en fait, l'estimation du risque climat d'un particulier ou d'une PME est une opportunité de présenter de l'investissement plus vert, parce que c'est une attente forte des clients, de présenter des offres de prêts bonifiés, parce qu'il y a aussi cette idée que votre taux d'intérêt puisse être plus bas si vous achetez une voiture électrique que si vous achetez un gros 4x4, parce que finalement... Et puis, il y a certains acteurs qui proposent aussi de la compensation qui est un des outils à disposition de la lutte contre le réchauffement. Nous, on veut être en gros une infrastructure pour ça, en fait, en enrichissant le paiement, on l'enrichit d'abord parce qu'on a des utilisateurs en direct, des PME, des particuliers, et donc qui contribuent à affiner nos analyses qui, si elles étaient abstraites et détachées, ne seraient pas aussi utiles. Et on pense qu'on va pouvoir de plus en plus encapsuler ces services. Alors, et ce sujet, je ne sais pas si c'est le cas aussi peut-être de ce que vous faites chez Handsome ou Finance, mais à mon avis, il ne doit pas être réservé à des acteurs bancaires dont c'est le métier d'être éthique, solidaire ou écolo, mais en réalité, ils doivent se diffuser à l'ensemble des acteurs. Mais les néobanques sont plutôt pionnières, il me semble, sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition, c'est-à-dire que la question suivante, c'est effectivement éthique, solidaire, mais en même temps, vous êtes porteur de projet, vous avez des entreprises. Et donc, question évidemment provocatrice, c'est peut-on être rentable tout en étant éthique et solidaire ? Julien. Alors, nous, on a un modèle économique en fait qui va être sur du B2B et du B2C. Donc, pour répondre en fait à ce que tu disais à l'instant, on s'ouvre aussi sur d'autres partenaires pour faire de la distribution de notre carte de paiement connectée qui parle auprès des autres établissements de paiement ou de crédit ou des banques traditionnelles. Aujourd'hui, grâce au B2B et des phases expérimentales que nous avons pu développer, on est donc du coup en autosuffisance dans notre FinTech. On a grâce à ça et aussi à d'autres partenariats qu'on a pu développer avec des marques only comme Mastercard, on a maintenant la possibilité de pouvoir se développer en B2C. C'est grâce aussi à ce double jeu qu'on va pouvoir le faire parce qu'on veut garder notre communauté, on veut garder nos utilisateurs pour qu'ils puissent nous répondre après sur les futurs produits. Donc oui, on a donc ce double modèle et donc du coup on peut être rentable sur notre projet. Bernard, même question. Hein. Ouais. Tu t'en doutais. Je m'en doutais. Bah, écoute, je pense que personne ici fait de la philanthropie, quoi. Donc éthique et solidaire, c'est pas dissociable de dégager de la performance. Et je pense même aujourd'hui, quand tu regardes la structure du private equity, il y a des fonds d'investissement qui se structurent sur la partie d'impact, où il y a effectivement des logiques effectivement d'impact sociétal, environnemental, tout ce qui va bien avec peut-être des fonds evergreen d'un sens d'horizon de sortie, mais que quand même ce qu'on attend d'une start-up en termes de scalabilité et de magnitude de marché au-delà de ses frontières sont quand même des critères. Donc je ne pense pas que si on prend le sujet du point de vue du financement, que ce soit quelque chose qui soit décorrélé. Je pense que la rentabilité est quand même attendue, et que tu peux effectivement avoir une démarche solidaire et trouver des modèles par rapport à ça qui sont attendus des investisseurs et qui sont pas éloignés de ce qu'on attend d'une boîte, quoi. Très clairement. De toute façon, la taille de marché et les enjeux sont tellement importants que la taille de marché, comme vous l'évoquiez chacun d'entre vous, font que finalement il y a un modèle, si on dépasse évidemment des logiques purement franco-françaises, mais d'internationales, qui sont des possibilités qui sont très importantes et qui permettent finalement d'avoir un modèle qui puisse devenir rentable. Bah ouais, effectivement, je pense que Alexis le sait bien, on est voisins à Station F, tout le monde a chaud et tout le monde vieillit, quoi. Donc à un moment donné, c'est un truc qui concerne la planète, quoi.
Donc, Oui, alors, je m'en réjouis pas, mais non, mais c'est un tel besoin en fait de réduire les émissions en ce qui nous concerne que c'est une opportunité de marché importante. C'est-à-dire tout le monde, enfin moi je pense qu'on va faire de la comptabilité carbone comme on fait de la comptabilité financière. Donc oui. Par contre, c'est une question philosophique presque plus compliquée, enfin économique en fait. Peut-on faire de la croissance sans réchauffer la planète? Et ça, en France, on se pose beaucoup de questions sur le sujet. C'est sûr qu'on peut, mais c'est plus dur de le faire sur les activités productives. On peut le faire sur les activités de service sans problème. Dès qu'on produit, jusqu'ici, on n'a pas réussi à produire sans mettre plus d'émissions, mais on est de plus en plus bon. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, en tout cas, ça, c'est des belles perspectives, mais effectivement aussi des gros challenges. Peut-être que la dernière question que nous aurions, c'est, voilà, en quelques mots, quelles sont, je dirais, ou votre actualité très, très proche, ou vos perspectives, sachant que, comme toute fintech qui se respecte, vous êtes dans le mouvement, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà réalisé, c'est déjà hier, et en fait que vous projetez, en tout cas, on imagine, déjà sur demain ou l'après-demain. Donc si vous aviez éventuellement des éléments peut-être de contexte à partager, hein, évidemment tout ce qui est disclosable, voir si vous voulez faire un scoop, ça ne sera pas répété évidemment, ça ne sortira pas de la salle, ça serait peut-être aussi intéressant pour voilà, partager avec l'audience des éléments d'actualité ou de projection. Peut-être Julien, éventuellement des marques d'intérêt, de partenariat, ce genre de choses. Déjà, nous, on s'est lancé ce lundi-là. Donc déjà, on va commencer par se lancer. On a choisi ce lundi 4 octobre parce que c'était la journée nationale des déficients visuels. Donc on a voulu le faire en leur hommage. Donc déjà, voyons un peu ce que ça va donner au niveau du lancement. Après, nous, Ensom, on a de la chance, c'est qu'on intéresse aussi d'autres acteurs que des acteurs de banque aujourd'hui, qui ne sont pas en France, qui sont plutôt aux US et qui font partie des GAFA. Donc voilà, donc du coup, affaire à suivre. Suspense. Hein. Tu as dit GAFA ou GAFAM? GAFA. Voilà. C'est un peu plus précis comme ça. Donc nous, notre actualité, c'est qu'on est en train de faire croître vraiment notre offre auprès des PME pour faire leur bilan carbone. Et on a levé un peu d'argent, donc l'idée c'est de passer de 150 à plus de 1000 et plus de clients. Donc on est vraiment dans une phase de déploiement commercial très fort. Mais une des façons qu'on a d'accélérer, c'est quand même par les partenariats stratégiques. Et en fait, on voit que de la même manière que les banques ont pu intégrer des outils de comptabilité, à partir du moment où l'obligation de faire sa comptabilité carbone s'étend, cette idée d'encapsuler des services comme le nôtre auprès d'acteurs qui ont une capacité, une force de frappe massive. Donc on commence à expérimenter sur ces choses-là, avec une banque d'ailleurs, auprès des PME et pas seulement des particuliers, mais aussi avec des énergéticiens, avec des gens dans la RSE. Donc c'est voilà un peu nos perspectives. Donc comment généraliser le bilan carbone au même titre que la comptabilité finalement. Oui, alors du côté Trésor, l'actualité est riche aussi. On avait été un peu freiné par le Covid dans le déploiement international de Trésor, mais donc ça y est, ça a pris forme et ça fait plaisir de revoyager du coup aussi. Du coup, on a ouvert des bureaux en Espagne, en Italie, en Allemagne, et on a une dizaine de personnes désormais qui représentent Trésor à l'étranger. Donc voilà, on l'avait imaginé il y a 2 ans. Bon, finalement, on le fait aujourd'hui. Mais voilà, donc ça, c'était l'actualité principale, c'est vraiment ce déploiement à l'étranger. Et on a lancé des nouvelles offres. Julien l'a rappelé tout à l'heure avec Trésor Connect, qui est un vrai game changer. On a lancé le BAS, mais Connect, c'est une autre étape, c'est le 2e étage de la fusée. Et puis ensuite, on a une offre destination aux établissements de paiement qu'on a lancé en partenariat avec Shine, qui a démarré chez nous en tant qu'agent et qui aujourd'hui est un établissement de paiement. Donc on a changé les règles du jeu et permis à Shine d'utiliser la plateforme Trésor tout en étant un établissement régulé. Donc ça aussi, c'est de nouvelles perspectives aux fintech qui ont un très fort scale et qui peuvent continuer à investir plutôt dans le marketing que de développer un back-end qui leur coûte des millions d'euros. Nous, on vient de lancer une nouvelle offre aussi pour compléter le spectre. J'ai parlé des aidants familiaux, des managers judiciaires parce que des majeurs. On s'est rendu compte qu'il y avait une profession
qui gravitent autour de ça, tout ce qui est service à la personne. Donc on vient d'adapter Finance aussi pour couvrir l'encadrement des services à la personne et des aides à domicile au sein des familles en EHPAD, en les enseignants aussi à domicile. Et là, franchement, là maintenant on couvre, c'était lancé là il y a ce mois-ci. Donc maintenant on couvre vraiment à la fois l'aide servicielle aussi, et également l'aide de gestion. Donc ça couvre vraiment maintenant tout le spectre autour de la personne vulnérable. Donc s'il y avait des gens qui font appel à service à la personne, prenez une carte Finance pour encadrer à distance leur comportement. Voilà. Parfait. Du coup, effectivement, merci pour ces éléments et ces présentations. Comme on le voit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est effectivement dans un momentum de marché. Il y a eu des initiatives, y compris de quasi-néobanques qui se sont lancées, notamment sur la finance carbone, il y a de ça quelques années, et qui ont peut-être un peu essuyé les plâtres finalement du marché. Là, on est sur un mouvement de fond, donc on l'a déjà dit, il y a à la fois une taille de marché extrêmement importante, il y a un momentum réglementaire, il y a des usages qui évoluent, et donc finalement, on est peut-être en train d'atteindre la martingale, c'est-à-dire à la fois avoir une activité qui soit éthique, solidaire, responsable, tout en étant en capacité d'avoir une activité qui soit rentable. Et donc c'est effectivement porteur et de sens et de valeur économique. Et pour finir, je dirais peut-être pour reboucler sur le titre, c'est que alors, quand les néobanques deviennent éthiques et solidaires, alors néobanques, s'il y a des gens de la CPR ici, ça va les faire tousser. Donc officiellement, il n'est plus possible de s'appeler néobanque. Alors donc, soit on est une banque et on est établissement de crédit, soit on est un établissement agréé, établissement de paiement ou de monnaie électronique, soit on est une application. Voilà. Donc on va dire qu'effectivement, oui, on peut être une fintech, là déjà ça passe, et être éthique, solidaire et rentable. Voilà. En tout cas, merci à tous et merci à vous.